Depuis 2 ou 3 ans, le monde du football ne fait que de parler de Kylian Mbappé. Mais j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment ce joueur. D'un côté, on nous dit qu'il fait preuve d'une grande maturité. De l'autre, on le traite de gamin quand il n'est pas content de sortir. Il a un boulard. Pourtant, toute la presse ne cesse de l'encenser. Mbappé Donc là, dégage ouais. de l'intelligence. Ah, Quand il marque, ce qu'il dégage, c'est pas une espèce de visage hagard qui respire uniquement la joie simple et bête. Il a une joie intelligente. Alors, Kylian Mbappé est-il surcoté? Dans cette vidéo, on va prendre un angle et un format que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et encore moins sur YouTube. En effet, on va remettre en question l'incontestable affirmation qu'il est, surtout en France, Kylian Mbappé est l'un des tout meilleurs. Kylian Mbappé est un crack. C'est un jeune prodige, comme on en voit peu dans le football. À seulement 21 ans, son palmarès peut faire rêver. Une Coupe du Monde avec les Bleus, alors qu'il n'avait que 19 ans. Encore plus tôt, à 17 ans, il atteint les demi-finales de la Ligue des Champions avec Monaco, année où ils ont aussi été champions. En plus de son talent pour le foot, il est très charismatique et apprécié des Français qui voient en lui un modèle brillant pour tous les jeunes du pays. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Mbappé est ou semble si fort, quels sont les points sur lesquels il peut s'améliorer et comment peut-il inscrire son nom dans la liste des 5 meilleurs joueurs de l'histoire, car non, il n'y est pas du tout encore. Avant tout, parlons un peu de son enfance, car il est important de comprendre que le tempérament de Mbappé ne lui est pas venu avec le succès, mais qu'il incarnait la réussite avant de la connaître. Il naît à Paris le 20 décembre 1998. Il grandit à Bondy dans une famille très marquée par le sport. Son père est entraîneur des U15 de Bondy, son frère est footballeur pro et sa mère joue au handball au très haut niveau. Kylian est un enfant surdoué à l'école, mais il n'exploite pas vraiment à fond toutes ses capacités scolaires. Kylian était un vrai soleil, toujours hyperactif et plein de vie. Sa personnalité se dégageait déjà du lot. On sentait que Kylian avait un truc à part et un tempérament remarquable. C'est un enfant sérieux qui connaît ses 2 priorités, le foot et l'école. Ce n'était pas un enfant comme nous. C'était un phénomène sur les terrains de foot et un gamin discret en dehors. Au quartier, ce n'était pas un enfant comme nous. Il ne traînait pas, ne faisait pas de bêtises. Il allait seulement chez ses amis de temps en temps. Sa vie, c'était école, foot et dodo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus de son talent pour le foot, Kylian Mbappé est un vrai bosseur, un acharné, qui va presque chaque jour s'entraîner au terrain de foot en face de chez lui pour améliorer son toucher de balle. Cette discipline est vraiment importante, puisque ce n'est pas du tout le seul jeune à avoir un talent, et je suis même pas sûr que ce soit lui qui ait le plus grand talent. Mais il bosse tellement, c'est tellement rare de voir un joueur qui aussi jeune s'entraîne autant qu'il arrive à progresser. Et à ce moment-là, avoir un cadre familial solide l'a beaucoup aidé. On en reparlera dans la suite de la vidéo. En 2011, alors qu'il n'a que 13 ans, il est repéré par les recruteurs de la Fédération française de football et intègre l'Institut national du football de Clairefontaine, où il se lie d'amitié avec Arnaud Nordin, actuellement la SSE. Son positionnement n'est pas encore très clair. Kylian jouait le plus souvent ailier gauche et moi dans l'axe. Kylian était un peu trop maigre et un peu trop frêle pour évoluer dans l'axe à l'époque. Il n'avait pas encore fait sa puberté. En 2013, après 2 ans de formation à l'INF, il est courtisé par de nombreux centres de formation, dont celui de Bordeaux ou celui de Caen. C'est finalement à celui de Monaco où il pose ses valises. Il y progresse à une vitesse fulgurante et joue son premier match en pro en 2015 alors qu'il n'a que 16 ans. En 2016, estimant qu'on ne lui donne pas assez de temps de jeu avec les pros, il veut quitter le centre de formation de Monaco. Mais Luis Campos le convainc de rester. Comme je l'ai expliqué sur un de mes articles, qui est Luis Campos sur pourlesjeux.fr. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Suite à cette discussion qui change sa carrière avec Luis Campos, il décide de rester à Monaco et signe son premier contrat pro en 2016, qui le lie pour une durée de 3 ans avec Monaco, jusqu'en mars 2019. Le même été, en 2016, il remporte la Coupe Gambardella et marque un doublé en finale contre le RC Lens. À peine un mois plus tard, il remporte avec les Jeunes Bleus la Coupe d'Europe des moins de 19 ans et il inscrit 4 buts dans la compétition. Monaco refuse alors une offre de 40 millions de Manchester City, preuve qu'ils ont vraiment confiance dans l'explosion de leurs joueurs. C'est difficile pour un club comme Monaco de refuser 40 millions sur un joueur qui n'a même pas encore fait ses preuves en Ligue des Champions. Le club est dans une logique de trading et c'est prendre un gros risque de refuser cette offre. Parce que s'il commence à perdre en niveau face à des grosses défenses, sa valeur chute.
Mais il croit tellement au développement du jeune Kylian qu'il le garde, un choix risqué pour les finances du club. Et les espérances de Luis Campos et des dirigeants monégasques vont être satisfaites, puisque la saison 2016-2017 verra l'explosion de leur jeune prodige. Pendant la première moitié de la saison, il est remplaçant et entre assez régulièrement. Mais c'est dans la deuxième moitié de la saison que va se mettre en place la transition. En effet, Leonardo Jardim va progressivement placer Valère Germain sur le banc au profit de Kylian Mbappé qui va presque devenir un titulaire incontestable à côté de Radamel Falcao. C'est dans cette période de complémentarité entre les deux hommes que l'ASM a vraiment plané sur le foot français. Il marque un doublé à Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions et devient même le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de cette même compétition en trompant Gianluigi Buffon au Juventus Stadium. L'été est évidemment très agité pour Mbappé, qui est demandé par les plus grosses cylindrées européennes. Le Real et Manchester City reviennent avec insistance. Mais c'est finalement au PSG qui va s'installer avec un transfert un peu bizarre, puisque c'était pas exactement un prêt avec option d'achat obligatoire, comme on a pu le lire à quelques endroits. Mais c'est tout comme en fait, puisque l'option d'achat concerne le maintien en Ligue 1 du PSG. C'est en fait le mode de transfert choisi par le PSG en raison du fair play financier. Le club avait déjà payé 220 millions au Barça pour Neymar le même été, et ça commençait à faire beaucoup dans les finances du club. Il arrive alors au PSG, les projecteurs sont tournés vers lui. Il ne déçoit pas et fait une excellente saison avec le PSG, puis il remporte la Coupe du Monde l'été suivant avec ses potes d'équipe de France. Sa déclaration après le match est exceptionnelle, je trouve, et elle nous en dit long sur son caractère de bosseur acharné. Si tous les jeunes la lisaient et s'inspiraient de ce comportement, on aurait sans doute beaucoup plus de bons joueurs. Aujourd'hui, je suis très content. Marquer dans une finale, c'est toujours particulier. J'ai toujours travaillé pour vivre des moments comme ça. Mais ce n'est pas la fin non plus. Il faut continuer, parce que j'ai l'ambition d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout de mes limites. Gagner une Coupe du Monde aussi jeune, cela ouvre d'autres portes. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. Combien de joueurs n'auraient pensé qu'à savourer à ce moment-là? Et lui, non. Il ne pense pas à « oui, bon, c'est bon, j'ai gagné la Coupe du Monde ». Il pense à « je vais continuer à travailler, c'est une étape, je vais continuer à progresser et on va voir ce que ça donne ». C'est incroyable à cet âge-là. Iniesta, pourtant un grand professionnel, dira après son but en finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas « je ne me lasse pas de le revoir. Quand Fabregas me donne le ballon, je sais que ça va faire but ». Lui ne parle pas du tout de travail. La saison 2018-2019 est aussi très bonne en Ligue 1 pour Mbappé, mais le PSG chute lamentablement face aux Red Devils après avoir gagné 2-0 à Old Trafford et Mbappé est évidemment très déçu. Malgré des rumeurs qui l'ont envoyé au Real à l'été 2019, Mbappé reste au PSG. Et cette saison se passe très bien puisqu'ils viennent de sortir de Dortmund au moment où j'enregistre cette vidéo. Malheureusement, on n'est pas sûr du déroulement de la compétition à cause du Covid-19. Voilà pour son parcours et maintenant on va rentrer dans le cœur de la vidéo, c'est-à-dire ses qualités et ses axes de progression. La principale qualité qui a permis au jeune Kylian Mbappé de s'imposer en poussant Valère Germain sur le banc est incontestablement sa vitesse. En effet, quand il se révèle aux yeux du grand public européen, c'est-à-dire le 21 février 2017 à Manchester, c'est grâce à ses formidables accélérations pour écarter la défense Citizen à bout de souffle. Déjà, Jardim nous propose un 4-3-3 qui se transforme en 4-3-1-2 à la perte du ballon. Falcao et Mbappé pressent ensemble, mais se séparent pour attaquer. À ce moment-là de la saison, Mbappé a déjà fait beaucoup parler de lui, en inscrivant notamment 2 triplés en Ligue 1, dont un à Metz la semaine précédant cette compétition européenne. Sur cette phase de jeu, on voit bien la capacité de Mbappé à se servir uniquement de sa vitesse pour faire avancer le jeu. En effet, il est réussi à éliminer 2 joueurs de l'action, uniquement grâce à son accélération, et il trouve encore la lucidité pour dribbler correctement après. Cette action est exceptionnelle. D'un superbe contrôle orienté, il prend 5 mètres d'avance sur Otamendi. Ensuite, il accélère pour définitivement les éliminer de l'action, mais ne trouve pas de solution. Il attend donc l'appel de Falcao qui ouvre un trou dans la défense, mais Otamendi a eu le temps de se replacer. Il va alors le rééliminer pour ouvrir l'axe de passe et donner un ballon parfait pour Mendy qui bute sur le gardien. Cette action nous montre bien la palette de capacités de Mbappé. Là où beaucoup de joueurs qui misent uniquement sur la vitesse auraient essayé de tout passer grâce à leur accélération, lui sait s'arrêter, temporiser, dribbler au bon moment et faire la bonne passe pour avancer le jeu. Il a encore après un beau sprint le sang-froid pour réfléchir. Il sait garder la lucidité, ce qui est une qualité vraiment très importante chez un offensif. L'action suivante est très intéressante. Mbappé se place bien pour prendre une remise de la tête de Falcao. Et avec seulement une touche de balle, il réussit à éliminer son vis-à-vis pour se procurer une situation où il peut frapper. Son but, qui a fait couler beaucoup d'encre, est un modèle pour tout attaquant.
Son appel est parfait, puisqu'il se place entre les deux défenseurs et réussit à les dépasser. Ensuite, il se place parfaitement par rapport au ballon pour effectuer son geste. Et sa finition ne laisse aucune chance à Caballero. Cette dernière action qu'on va analyser dans ce match est un exemple typique de la vitesse pure de Mbappé. Au retour des vestiaires, il met Otamendi au supplice en récupérant le ballon alors qu'il avait 10 mètres de retard. Il contrôle bien et peut se positionner face au jeu. La vitesse est incontestablement la qualité première de Mbappé. Et c'est celle qu'il utilise le plus en match. Sur un terrain, il a même déjà enregistré une vitesse de plus de 37 km/h. Ce qui le place devant des sprinteurs nés comme Pierre-Emerick Aubameyang par exemple. Et il est le 5e footballeur le plus rapide du monde. Ce qui fait que Mbappé est si exceptionnel, c'est qu'au-delà de sa vitesse, qui n'est pas une qualité particulièrement dure à trouver dans le foot, il sait dribbler. Et surtout dribbler efficacement. Pour voir ça, on va s'appuyer sur un match. Le Camp Monaco de 2017, où il marque un doublé. Je vais pas m'éterniser à montrer des gestes techniques pour deux raisons. D'abord, je n'ai pas acheté les droits, alors je préfère n'utiliser que les extraits absolument nécessaires. Ensuite, il y a des dizaines de compilations sur YouTube de skills de Mbappé qui feront ça bien mieux que cette chaîne qui a un but beaucoup plus analytique. À peine un mois après le match à Manchester qu'on vient d'analyser, Mbappé va à Caen. Avant ce match, Mbappé a évidemment déjà fait beaucoup parler de lui. Et il commence à y avoir beaucoup de rumeurs sur un mercato estival qui s'annonce brûlant pour lui. Sur son ouverture du score à Caen, il fait exactement le bon geste au bon moment. Car sa feinte de frappe lui permet d'éliminer deux joueurs et de se mettre face au but. Il choisit la feinte de frappe, un geste efficace qu'il est presque sûr de réussir. Analysons ensuite une autre séquence, qui cette fois ne donnera rien. Déjà, son contrôle est extrêmement propre, et il se met dans les meilleures dispositions pour son face-à-face avec le défenseur. Ensuite, il joue sur sa vitesse pour déstabiliser les appuis de son adversaire, et il trouve la lucidité de voir l'appel de son coéquipier dans son dos. Ce qui est génial avec Mbappé, et ce qui le différencie vraiment des autres joueurs avec son profil fougueux, c'est que son objectif reste l'efficacité et le but. Les dribbles sont un moyen pour y arriver, et pas une finalité en soi. Un peu comme Lionel Messi par exemple. Les autres joueurs qui tentent beaucoup de dribbles, comme Alan Saint-Maximin par exemple, vont en général être trop perso, ou un peu trop s'en mêler les pinceaux en essayant des trucs trop compliqués. Ça peut arriver à Mbappé, mais son objectif, c'est le but. Il faudrait d'ailleurs que les gars au Five qui s'arrêtent de jouer dès qu'il y a un petit pont comprennent ça. Pour optimiser l'utilisation de sa vitesse de pointe, Kylian Mbappé dispose d'une arme tranchante, qui sont ses appels. Il sait se placer à la limite du hors-jeu, généralement entre deux défenseurs, le central droit et le latéral droit. En plus, même quand il n'est pas servi, ses appels entraînent quasiment toujours un défenseur avec lui. Et ça fait vraiment avancer le jeu, en ouvrant par exemple des espaces pour ses coéquipiers. Pour montrer ça, on va s'appuyer sur un chef-d'œuvre de Mbappé, le fameux France-Argentine du Mondial 2018. Second poteau Pavard. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre avant d'encenser Kylian Mbappé de manière un peu irrationnelle, c'est que les faiblesses de l'équipe d'Argentine étaient parfaites pour les qualités de Mbappé. L'Argentine avait un bloc très haut avec l'objectif clair de tenir le ballon. Fidèle à son plan de jeu, Didier Deschamps avait mis un bloc bas, resserré et attendait le lancer Kylian Mbappé en contre. Schéma de jeu classique de Didier Deschamps, le 4-2-3-1, avec Mbappé sur le côté droit, Griezmann en 10 et Giroud en pointe. En face, l'Argentine propose un 4-3-3 avec Messi en faux numéro 9. Le premier extrait est très intéressant, car Mbappé, même s'il n'est pas servi, déclenche un appel utile dans la construction du jeu. Analysons ça. Hernandez porte le ballon, court vers le but. Pendant ce temps, Mbappé déclenche son appel et attire avec lui un défenseur, ce qui lui a dans son nom un espace gigantesque, qui aurait pu être propice à un de ses coéquipiers. Même s'il n'est pas bien servi par Hernandez, cet appel est intéressant, car il nous montre l'intelligence des appels de Mbappé. La deuxième action est aussi issue de ce match, et cette fois, Mbappé est servi. C'est l'exemple type de l'appel super bien placé, où il utilise sa vitesse pour semer ses adversaires. Il part de très loin, et a beaucoup de retard sur les trois défenseurs qui le couvrent. Mais il réussit parfaitement à se placer entre les Argentins. À souligner aussi l'excellente passe de Paul Pogba, qui voit, alors qu'il vient de se relever, l'appel de son partenaire et pote, Kylian Mbappé. Encore une passe de Pogba dans la séquence suivante, puisqu'il court face au but, alors que Mbappé fait un appel sur la droite. Ce qui est très intéressant ici, c'est que Pogba, par sa course, force le défenseur central à venir lui fermer l'axe, pour ne pas lui permettre de frapper. Car on connaît la capacité de frappe de Pogba. Et donc, en se rapprochant de Pogba, il s'éloigne de Mbappé et lui laisse plus d'espace. Paul Pogba fait la bonne passe au bon moment, mais il s'en mêle un peu les pinceaux ici. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de Mbappé dans cette rencontre, je vous conseille l'excellent article de Dan Perez, pour ceux qui ont la chance d'être abonnés à l'équipe Premium. Ses appels sont donc vraiment bons, et quand il n'est pas servi par ses coéquipiers, il faut avancer le jeu. Bon, maintenant qu'on a parlé de ses qualités, il y en a quand même beaucoup, on va parler de ses défauts. Car oui, contrairement à ce que pensent 50% de la population française,
Kylian Mbappé a des défauts. C'est très facile de dire que Mbappé est un joueur excellent et de ne regarder que les statistiques. Statistiques nous montrent que, en effet, comme on vient de le montrer, Kylian Mbappé est un joueur excellent. Mais ne regarder que les statistiques pose un problème quand on veut juger un joueur dans sa globalité. Le problème, c'est les défauts dans son jeu qui sont cachés par ces statistiques, car il joue en Ligue 1, un championnat relativement faible par rapport aux autres grands championnats européens. Et on reparlera du niveau de jeu des équipes qu'il affronte plus tard dans la vidéo. On commence directement avec le défaut que je trouve le plus important chez Kylian Mbappé, et c'est peut-être le plus compliqué à corriger, et c'est sa vision de jeu. C'est compliqué pour un joueur de développer sa vision de jeu. En effet, si vous tapez sur Google « améliorer sa vision de jeu », vous allez tomber sur des conseils du type « levez la tête avant de recevoir le ballon » ou « regardez moins vos pieds quand vous portez le ballon ». Et en fait, ces conseils vont peut-être vous permettre de plus voir le jeu, mais ils vont pas vraiment vous permettre de mieux voir le jeu. Et c'est là qu'est la nuance. Il est naturellement compliqué de travailler sa vision de jeu parce que c'est pas quelque chose que tu peux travailler tout seul sur un terrain de foot d'entraînement, comme les coups francs par exemple. Selon moi, le seul moyen de vraiment l'améliorer, c'est de re-regarder ses matchs avec l'analyste vidéo du club, Sharafeddine Benkarbiche au PSG. Si vous voulez un peu comprendre la philosophie de jeu de Sharafeddine Benkarbiche, donc l'analyste vidéo du PSG, je vous conseille d'aller voir son ancien blog, et même si ses articles commencent à un peu à dater, ils sont toujours bons. C'est Football No Seva. Pour voir ce qui ne va pas chez Mbappé au niveau de la vision de jeu, on va se plonger dans un de ses matchs les plus catastrophiques. Une faillite collective pour toute l'équipe de France. Le Turquie-France des qualifications à l'Euro 2020. La première situation traduit un problème récurrent chez Mbappé, qui oublie trop souvent des passes faciles qui pourraient bien faire avancer le jeu pour faire des fois des passes un peu hasardeuses. Dans cette situation, on voit qu'il récupère bien le ballon et qu'il tente de trouver une passe sur le côté gauche. Alors que Matuidi semble évident et que le joueur de la Juve a de l'espace devant lui, Mbappé garde trop le ballon et fait une passe foireuse vers Digne qui est obligé de reculer pour prendre le ballon. Mbappé. On a pour le moment pas mal de... La deuxième situation est aussi une erreur typique de Mbappé. Et il ne faut pas l'accabler pour ça, parce que c'est une erreur typique des joueurs de son profil. Dans cette action donc, alors que la passe en retrait est intéressante, il fait un choix très risqué. Et il tente un grand point alors qu'il y a deux joueurs en face de lui. Ça échoue. La dernière action est la plus intéressante, puisque c'est un point qui est déjà plus facile à améliorer, et ensuite il a déjà commencé à le perfectionner, comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo. Donc il arrive, après une bonne passe en profondeur de Griezmann. Et là, au lieu de temporiser un peu et d'attendre l'arrivée d'un coéquipier, il se précipite et fait une passe carrément hasardeuse pour la remettre à Griezmann. On peut donc dire que Mbappé a des problèmes au niveau de la vision de jeu, et ce n'est pas vraiment facile à améliorer. Mais, il faut aussi dire que ça s'améliore. Et s'il arrive à corriger ce défaut et à devenir un de ces joueurs qui trouve toujours une passe formidable, qui casse une ligne et qui font avancer le jeu, il peut vraiment changer de catégorie. Passer de excellent joueur à joueur qui marque l'histoire. Comme Johan Cruyff ou Lionel Messi par exemple. On peut peut-être se dire que la comparaison entre Johan Cruyff, Lionel Messi et Kylian Mbappé est un peu osée. Mais en fait, je trouve pas ça délirant. Vu le niveau qu'il a à 21 ans, s'il continue à bien travailler, à se perfectionner et qu'il apprend à faire d'excellentes passes à chaque fois, pour moi, il peut se comparer à ces joueurs-là. Là, on aborde un point qui est selon moi beaucoup trop négligé par les médias traditionnels de football, les blogueurs de foot ou encore les youtubeurs. Et ça, c'est le fair play. En effet, si vous tapez fair play Mbappé dans Google, vous n'allez trouver, en tout cas en première page, que des résultats sur le fair play financier. Pas un seul sur son comportement en match, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a pas mal de gens qui pensent que le fair play n'est qu'un aspect extra sportif, qui ne devrait pas rentrer quand on analyse un joueur. Et là, je trouve qu'on retombe dans un des travers classiques de l'analyse footballistique française, qui est de sous-estimer l'impact de la psychologie dans le football. Pour appuyer mes propos, on va regarder quelques séquences de matchs, dont un extrait très célèbre face à la Belgique en demi-finale du Mondial 2018, ou un match face à Nîmes avec le PSG, en 2018 aussi. Ce qui est intéressant avec les extraits qu'on va analyser, c'est qu'ils datent d'à peine un mois de différence. Et c'est difficile de trouver des extraits où Mbappé fait preuve d'un manque de fair play ces derniers temps. Ce qui veut bien dire qu'il a bien fait un bon travail psychologique à ce niveau-là, et je le félicite pour ça parce que c'est vraiment pas facile à travailler pour un footballeur. On commence donc avec l'extrait qui a fait le tour du monde dans le temps additionnel de France-Belgique 2018. Mbappé perd le ballon, ce qui donne une touche aux Belges, mais au lieu de la rendre la balle, il la garde et la protège. Le pire, c'est que quand il se fait pousser par Witsel, qui est très énervé, il se jette au sol et roule comme s'il avait pris un énorme tacle glissé de Sergio Ramos. D'ailleurs, l'attitude de Kompany sur cette action est excellente et on voit bien qu'il a des années et des années d'expérience au très haut niveau,
puisqu'il dit à Witsel de ne pas pousser Mbappé, car c'est ce que le Français cherche. Il cherche à énerver les Belges. Et compagnie comprend qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce comportement antisportif est à bannir et c'est vraiment triste de voir Mbappé faire ça sur une pelouse. En plus, c'est un influenceur et donc il a beaucoup de pouvoir sur des jeunes de 7-8 ans qui jouent au foot et qui s'inspirent beaucoup de ce que font leurs joueurs préférés sur un terrain. Et c'est pour ça qu'on voit autant de joueurs si jeunes se plaindre beaucoup à l'arbitre, contester ou simuler. C'est parce que leurs stars font ça. Le deuxième extrait est issu de Nîmes PSG, à l'été 2018. Il avait vraiment été victime d'une grosse faute et avait pété un câble juste après. Sur les images, on voit que Savanier le tacle, mais ce n'est pas un attentat non plus. C'est quand même une grosse faute. Immédiatement après avoir fait 28 roulades, probablement pour rendre hommage aux performances de Neymar à la Coupe du Monde, il se relève et pousse violemment TJ Savanier, auteur de la faute. Plutôt logiquement, il prend un rouge et Savanier sera également expulsé. Au-delà du fait qu'il soit énervé, ce qui peut arriver à absolument tous les joueurs de foot, ce qui me dérange vraiment, c'est ce qu'il a dit après le match à froid. Quand le journaliste lui demande s'il regrette son geste en fin de match, il dit non. Si c'était à refaire, je le referais. Et c'est vraiment pas ce qu'il fallait dire. Je choisis ici de pas parler de l'histoire de la capuche de France-Andorre, parce que pour moi il y a vraiment quasiment rien. Oui, Mbappé n'a pas à mettre sa capuche en zone mixte lors des interviews, mais sa réaction est vraiment toute petite et les médias en ont vraiment fait beaucoup trop. Voilà pour les points sur lesquels Mbappé doit s'améliorer selon moi. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse tactique, là aussi, je vous conseille la merveilleuse vidéo de la Gazette Tactique sur ce sujet. En plus, il a été interviewé dans notre podcast. Je vous mets aussi le lien dans la description. J'ai été confronté à un problème de taille en écrivant cette vidéo et c'est lié au fait que Mbappé joue en Ligue 1. Comme on l'a expliqué sur un de nos podcasts, le lien est aussi dans la description, la Ligue 1 est un championnat relativement faible par rapport aux 5 grands championnats européens. Que ce soit au niveau tactique, où peu d'entraîneurs tentent des choses, Der Zakarian, cancer du football français, ou au niveau sportif, où les joueurs, quand ils deviennent assez bons, partent souvent en Angleterre ou en Espagne. Nicolas Pepe et Aubameyang, pour n'en citer que 2. Et donc ça fait que Mbappé joue peu contre des défenses forte. Le problème que je soulève ici et dont on parle très peu dans la presse, c'est qu'il est rare de voir Mbappé jouer contre des défenses de classe internationale. Et c'est intéressant de les lister. Voici pour moi la liste quasi exhaustive des matchs où Mbappé a joué contre une défense de top niveau. ASM Juventus Turin, confrontation aller-retour en demi de la Champions League. France-Belgique, demi-finale du mondial en Russie. La confrontation face à Naples évidemment, en phase de groupe de la Ligue des Champions 2016. Peut-être les deux matchs face au Real de la même saison. Les rencontres face à Liverpool aussi, où il a quand même fait face à Van Dijk et Robertson. On peut aussi citer la rencontre face aux Pays-Bas en Ligue des Nations, cela fait quand même peu pour un joueur d'une si grande valeur. Cette année, la Ligue des Champions est vraiment importante pour le PSG, et ce pour au moins 2 raisons. Premièrement, ils en ont vraiment marre de se faire humilier en Ligue des Champions, et un nouvel échec serait une catastrophe pour le club. Ensuite, les résultats de cette année vont beaucoup influencer sur le départ ou non de Neymar et Kylian Mbappé du club. On se souvient tous des déclarations de Mbappé au trophée UNFP du 19 mai 2019, où il avait notamment dit « Le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs. » Suite à ces déclarations, la presse et notamment l'afterfoot avait beaucoup trop exagéré selon moi. C'est de la maturité dans le mauvais sens du terme. Moi franchement, là, si le PSG retient Mbappé après de tels propos, ils se foutent le doigt dans l'œil Encore un test pour l'institution PSG. Exactement. Si le PSG s'était séparé de Mbappé pour des propos aussi insignifiants, ils auraient dû virer Neymar environ 1512 fois pour être cohérent. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on fait autant de polémiques quand Mbappé dit un truc comme ça, et quand Neymar dit un truc après 5 fois plus grave. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc je pense honnêtement que laisser Mbappé partir après ça aurait été une erreur monumentale, car il n'a pas de prix. Alors Mbappé va-t-il partir du PSG cet été? C'est une question à laquelle beaucoup de gens ont déjà essayé de répondre. Mais quand on regarde un peu sur YouTube, on se rend compte que la quasi-totalité des vidéos qui traitent du sujet ont un titre très aguicheur et essaient de vous faire croire qu'ils ont la dernière rumeur ou le dernier bruit de couloir sur le sujet. En général, ils ont eu l'info sur un site foireux s'ils ne l'ont pas inventé eux-mêmes pour faire plus de vues. Ce que l'on voit moins en revanche, c'est du contenu qui explique bien les intérêts des deux clubs. Et là-dessus, je trouve que la chaîne de Romain Molina est très intéressante, puisqu'il parle des agents, des transferts et de tout le monde du foot business. Donc vu que je suis pas la personne la plus informée sur les envies du PSG et les rumeurs sur Florentino Pérez, je vais pas essayer de vous donner la dernière news. Par contre, je vais vous expliquer les intérêts sportifs des clubs et les intérêts des multiples camps dans un transfert qui, s'il se fait, serait probablement le plus cher de toute l'histoire du football, même ajusté avec l'inflation. Commençons par le plus évident, c'est-à-dire les intérêts sportifs. Il est évident que Mbappé serait une bonne recrue pour le Real. Et je vais pas revenir sur ses qualités puisqu'on en a déjà parlé longuement dans la première partie de la vidéo. Benzema, même s'il est actuellement excellent, peut-être même à son apogée, n'est plus tout jeune. C'est un joueur qui sait s'adapter.
Et s'il a réussi à supporter l'ego surdimensionné de Cristiano Ronaldo qui veut toujours marquer un max de buts, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'il n'arrive pas à s'entendre avec Mbappé, avec qui il va en plus pouvoir parler français. Du côté du Real, aucun souci donc, mais c'était pas une grande découverte. Du côté du PSG par contre, perdre Mbappé serait une énorme perte. En effet, depuis un an au moins selon moi, Mbappé est clairement le meilleur joueur du PSG. Et on peut même trouver une espèce de Mbappé dépendance au PSG, puisqu'il a marqué 36 buts sur les 105 buts marqué par le PSG la saison dernière. Je pense vraiment que le PSG va tout faire pour garder ce joueur parce qu'il n'a pas de valeur. Je sais même pas à quel prix il serait prêt à le laisser partir. Vers les 400 millions au minimum à mon avis. Pour comprendre ce qui peut se passer avec un potentiel transfert de Mbappé, il faut d'abord comprendre son entourage. Et là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai pu interviewer l'auteur de la biographie de Kylian Mbappé, Cyril Collot. Je vous mets les extraits les plus intéressants ici. Si vous voulez télécharger l'interview complète au format texte, PDF ou au format podcast MP3, je vous envoie ça directement dans votre boîte mail. Il suffit de cliquer pour ça sur le premier lien dans la description. Qu'est-ce que son père, par exemple, a eu comme influence sur lui? On sait qu'il a entraîné les U15 à Bondy, il me semble, et il a formé notamment Saliba, où il connaît. Oui, ouais, son père était déjà dans le milieu, donc évidemment, ça a permis à Kylian de franchir rapidement les étapes, de comprendre peut-être plus vite les choses. Il avait à la maison quelqu'un qui était dans le milieu, qui connaissait les codes du football et qui lui permettait de vraiment comprendre comment il fallait faire et lui a fait vraiment franchir des étapes plus rapidement que les autres. Alors son père, il a eu cette influence parce que son père c'était aussi un ancien sportif, pas forcément de haut niveau, il a joué quand même à un bon niveau régional. Mais il a cette connaissance du milieu et il lui a apporté toutes les clés pour avoir cette progression plus rapide que les autres. Premièrement, il y a son père qui a un rôle majeur dans les décisions de son fils, Wilfried Mbappé. Ce dernier est, je pense, un excellent soutien pour Kylian. Wilfried Mbappé a été entraîneur et il a une pédagogie qui me plaît beaucoup. Dans une très bonne interview accordée aux Parisiens, il déclare, quand on lui demande quel type d'entraîneur il était: j'ai toujours été un formateur. J'ai eu des problèmes avec certains éducateurs qui étaient uniquement dans la gagne. Moi, je n'en avais rien à faire. On devait former avant tout des joueurs. Ceux qui mettaient un bus dans le but se retrouvaient convoqués le lendemain dans mon bureau. Cela m'arrivait aussi d'arrêter des séances quand mes joueurs offensifs refusaient le duel avec un défenseur. Et selon moi, c'est aussi ce qui a permis au jeune Mbappé de développer des habilités si importantes sur un terrain de foot. Et les méthodes de Wilfried Mbappé ont porté leurs fruits, puisqu'il a notamment formé William Saliba, Jonathan Iconé et d'autres pros un peu moins médiatisés. Sa mère, Faiza Yamari, a aussi un rôle clé, puisqu'elle permet à Mbappé de garder les pieds sur terre. C'est souvent elle qui le fait rentrer à Bondy pour des œuvres caritatives, par exemple. La question ici, c'est donc de savoir si ses parents vont l'encourager à partir du PSG. Et là, il faut comprendre que ses parents ne cherchent pas leur intérêt personnel, mais la réussite de leur enfant. Alors si le PSG devient un club trop faible et qu'il ralentit la progression de leur fils, c'est évident qu'ils vont partir en Espagne avec lui, probablement au Real, où ils ont déjà visité les installations quand Mbappé était plus jeune. Si on regarde un peu le côté financier maintenant, selon les statistiques de Deloitte, je vous mets le lien dans la description, le Real est le deuxième club le plus riche au monde en termes de recettes. Les finances, c'est pas le sujet dans lequel je m'y connais le plus. En consultant quelques articles sur internet, dont le meilleur est certainement celui de l'équipe, on se fait une petite idée, et moi je pense que le Real a les moyens. Déjà en étalant le paiement avec un bon montage financier sur plusieurs années, et ensuite en vendant quelques joueurs en contrepartie de l'achat de Mbappé. Si vous vous intéressez aux finances du sport mais que vous êtes pas très fort, un peu comme moi, je vous conseille la chaîne Tifo Football pour les anglophones. Avec des dessins, c'est super bien expliqué, super facile de comprendre. Donc le transfert est possible, financièrement et sportivement. Mais est-ce que ça se fera? Eh bah, je suis pas sûr que ce soit cet été, pas sûr que ce soit l'été d'après, mais pour moi, ça se fera. Alors je peux dire avec un peu de certitude, Mbappé jouera au Real dans sa carrière. Maintenant qu'on a parlé du futur de Mbappé en club, on peut s'intéresser à son avenir chez les Bleus. Le premier truc et le plus important, c'est qu'il s'entend très bien avec Didier Deschamps. Ils ont une relation à la fois assez proche pour être complices et à la fois assez éloignée pour que Deschamps fasse des critiques à Mbappé. Des critiques constructives qui lui permettent de s'améliorer. Dans le bon documentaire sur la victoire des Bleus en Russie, qui s'appelle, il me semble, Les Bleus au cœur de l'épopée russe, on voit que Deschamps, après la piètre performance de ses joueurs face au Danemark en poule, décide de convoquer son équipe pour regarder le match. Et là, il commet selon moi une grosse erreur de management. Il y a un vieux proverbe de management qui dit « complimenter en public, critiquer en privé ». Deschamps ne respecte absolument pas cette règle, puisqu'il va faire une critique ouverte à Mbappé en public. Heureusement que Mbappé n'a pas un gros ego et que son caractère est bon, puisqu'il va l'accepter. Une vraie preuve de maturité d'accepter la critique de cette manière. Puisqu'on parle du caractère de Mbappé et de sa maturité, on passe directement à l'interlude numéro 2. Mbappé a un caractère, quoique parfois capricieux,
vraiment bon. Et c'est aussi pour ça qu'il accepte les critiques qui lui permettent de progresser. Ses parents lui font garder les pieds sur terre et il reste vraiment humble. Alors, faut-il être humble pour être un bon footballeur? On rentre ici dans un aspect un peu plus philosophique du football, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler. Instinctivement, la réponse serait plutôt non. On pense à Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic, tous deux avec des égos surdimensionnés qui sont restés tous les deux assez longtemps à un excellent niveau, et ce n'est même pas fini pour Cristiano Ronaldo. Mais si on creuse un peu sous la surface, on se rend compte que ces deux joueurs ont été à un moment différent de leur carrière des joueurs très humbles. Aujourd'hui, avoir un ego aussi gros, c'est ce qui les pousse à encore continuer à travailler pour devenir meilleurs, ou en tout cas pour se maintenir à ce niveau-là. On pourrait parler des heures de ce sujet-là, que je trouve passionnant, mais la vidéo est assez longue comme ça. Ce bon caractère est une vraie force, et il lui permet de rentrer assez facilement dans les vestiaires. Comme au PSG par exemple, où il s'est lié d'amitié avec Neymar, ce qui n'était pas forcément dit avant l'arrivée des deux joueurs. Et encore plus en équipe de France, où là, il est carrément dans sa bande de potes. Il ne s'est jamais vraiment fait d'ennemis au sein d'un vestiaire, même si parfois son individualisme peut agacer des gros caractères. Par exemple, il y a eu une vraie rivalité dans le groupe parisien après la finale de la Coupe de France perdue face à Rennes. Le PSG s'était fait éliminer en Ligue des Champions, avait remporté le titre face à Dijon et voulait gagner la Coupe de France. Mais pas de bol, ils sont allés jusqu'en prolongation, Mbappé s'est fait sortir, ils sont allés au tir au but et Christopher Nkunku a mis son penalty dans les nuages. Le vestiaire avait été traumatisé par cet événement. Et suite à ça, il y avait la création de groupes plus ou moins rivaux. Le clan des Brésiliens mené par Neymar, avec Marquinhos ou encore Thiago Silva. Le clan des Français, Mbappé et Kimpembe à leur tête. Et les autres Sud-Américains, comme par exemple Cavani et Di Maria, deux joueurs beaucoup plus discrets. Cavani adore la pêche, Di Maria est très discret, il aime sa famille. Eux étaient un peu en retrait par rapport aux rivalités du vestiaire. Kimpembe était vraiment très énervé de cette situation et avait même dit devant la presse: c'est sûr que si c'était Neymar qui avait donné ses fringues, tout le monde les mettrait. Au sujet de sa marque de vêtements en collaboration avec Adidas, portée par trop peu de membres du vestiaire selon lui. Mais Mbappé a une autre vraie force de caractère, c'est qu'il n'est pas rancunier. Et tout repart comme sur des roulettes au PSG cette année. Dans le jeu de l'équipe de France, il est indispensable. On a bien vu ça au Mondial 2018. Et personne ne doute de ses capacités à éclairer de la même manière l'Euro de 2021. Mais son positionnement dans le jeu de l'équipe de France est-il optimisé pour ses capacités? Sous Deschamps, on est habitué à un 4-2-3, à peu près avec ces joueurs-là. Quand on voit Giroud en pointe, on pense immédiatement à ça. Et c'est vrai que c'est un peu triste de voir Benzema, vu son niveau, rester à l'écart de ce groupe de l'équipe de France. Mais c'est tellement long d'en parler que ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Avec Griezmann et Mbappé, il y a une certaine complicité. Ils se cherchent souvent dans la construction du jeu offensif de l'équipe de France. Le principal problème du 4-2-3-1, c'est qu'il y a relativement peu de monde pour défendre derrière Mbappé quand il est très haut sur le terrain, c'est-à-dire quasiment tout le match. Avant la Coupe du Monde, on se souvient que Didier Deschamps avait testé quelques variantes à ce dispositif, notamment un 4-3-3 contre la Bulgarie et un espèce de 4-4-2 contre le Luxembourg. Et ces systèmes n'avaient pas du tout été aussi efficaces que le 4-2-3-1 qui avait été redoutablement efficace, comme contre les Pays-Bas par exemple. Mbappé est vraiment très à l'aise sur le côté droit du 4-2-3-1, mais ce serait vraiment intéressant je pense de le voir en pointe au moins une fois, avec par exemple Dembélé sur le côté droit. Malheureusement, la blessure de ce dernier n'arrange pas les choses. C'est difficile de prédire ce que Mbappé va devoir faire après le foot. Mais en regardant son parcours scolaire, on peut essayer de deviner qu'il voudra être entraîneur. Mbappé est diplômé, titulaire d'un bac STMG qu'il a eu au rattrapage. En même temps, entre réviser pour ça et pour ça, le choix est vite fait. Mais il a déjà un peu réfléchi à son orientation et il veut être entraîneur. C'est marrant parce que, à l'inverse d'un joueur comme Xavi par exemple qui est passionné de tactique, Mbappé n'exprime pas souvent de considération tactique ou de réflexion là-dessus. Donc à voir ce que ça peut donner. Dans cette vidéo, on est vraiment allé en profondeur pour comprendre la globalité du personnage et du joueur. Mais revenons-en à la question de départ. Kylian Mbappé est-il surcoté? Eh ben, pour moi, un peu. Oui, c'est un joueur exceptionnel qui bat des records de précocité et a des statistiques incroyables. Mais il est en Ligue 1 et ne compte qu'un seul bon parcours européen. Il sera probablement un jour le meilleur joueur du monde. Mais est-ce qu'il va vraiment laisser sa trace dans l'histoire? Ça, seul l'avenir nous le dira. Si vous voulez avoir l'interview complète au format podcast et au format texte avec l'auteur de la biographie de Mbappé, il a vraiment des informations exclusives sur un potentiel transfert au Real, cliquez sur le premier lien dans la description et je vous l'enverrai directement dans votre boîte mail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît pour me pousser à créer de nouvelles vidéos. Comme vous pouvez vous l'imaginer, cette vidéo a pris beaucoup de temps à faire. En effet, je l'ai commencé le 29 décembre 2019. Ça fait plus de 3 mois que je travaille quasiment chaque jour dessus. Un pouce bleu aide vraiment à la mise en valeur de la vidéo par YouTube.
Alors si vous êtes intéressé par ce type de contenu analytique et que vous en avez un peu marre du contenu superficiel sur YouTube, vraiment pensez à mettre un like s'il vous plaît. Et parlez de cette vidéo et de cette chaîne à d'autres amoureux du football comme vous. On a aussi un podcast hebdomadaire sur la tactique et la psychologie du football et le lien du site est en description. Merci de m'avoir regardé.